Hello, hello, les amis, hello, hello. Je suis un petit peu en retard pour faire ma vidéo, mais bon, c'est comme ça. Nous sommes le jour J, et tant mieux peut-être. On va prendre les énergies telles qu'elles arrivent. J'ai un peu préparé un PowerPoint, vous imaginez bien. Mais les conclusions restent toujours assez souples, quoique. Les amis, je vais aller me mettre dans mon petit coin, là, ici, pour vous présenter la pleine lune en Sagittaire. Alors Sagittaire, déjà, ça nous parle parce que on a fini quand même l'explication de la nouvelle lune précédente en parlant de Chiron. Et Chiron, c'est de la famille des Sagittaires, Centaure. Ok, donc on va avancer. Qu'est-ce que on va déjà visualiser tout de suite dans cette pleine lune? Eh bien, c'est que elle se passe cette pleine lune à 15h55 heure française, 13h55 heure universelle et à 2 degrés 55. Il y a du 55 dans l'air. Le 5, c'est quand même le chiffre du changement, de l'aventure. Est-ce qu'on nous propose une aventure? Possiblement, parce qu'on rentre quand même dans le signe du Gémeaux. Et le signe du Gémeaux, eh bien, lui, il fait l'aventure d'aller dans le monde d'en haut et dans le monde d'en bas. Donc, nous verrons cette histoire-là après qui fait référence à Castor et Pollux. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, Vénus et Jupiter sont au dernier degré du signe du Taureau, et donc le degré anarétique, et ils vont rentrer ensemble, ce qui est quand même particulier, dans les signes du Gémeaux. Alors, on parle du petit bénéfique et du grand bénéfique, c'est les termes du Moyen-Âge pour parler de Jupiter et de Vénus. Donc, c'est vrai que Vénus, dans le signe du Gémeaux, merveilleusement placé, puisque c'est le maître ésotérique du signe du Gémeaux. Et le fait que Jupiter et Vénus y entrent en même temps, et s'en rapprochant du Soleil, eh bien, c'est vrai que c'est des couleurs qu'on préfère à un Mars rétrograde qui lui a fait des siennes fut un temps. Donc, d'ailleurs, vous allez voir qu'il y a des échos entre les deux. Et puis, continuons cette avancée. Mars est entre le nœud nord et Chiron, et en fait, il reprend un peu la place qu'avait pris Mercure, puisque Mercure était conjoint à Chiron la dernière fois. On va aller le voir. Et Mercure, lui, il est au milieu de la zone de rétro qu'il avait fait fut un temps, et surtout de la zone de rétrogradation que Jupiter avait fait au même degré exactement. Alors, la fois précédente, Pluton avait commencé, c'était la nouvelle lune, donc c'est pour ça que je fais référence, parce que là on est à une pleine lune, c'est-à-dire que là on va rectifier en fait des choses, d'accord, qui ont été vraiment lancées au moment de la nouvelle lune. Pluton avait rétrogradé, Mercure était conjoint à Chiron, Mars était dans la zone de rétro de Jupiter, Vénus était au milieu, là où est Mercure maintenant. C'est quand même à noter, Vénus et Mercure, parce que Vénus et Mercure, Mercure est le maître habituel, traditionnel du signe du Gémeaux, et Vénus est le maître ésotérique. Ésotérique, ça veut dire qu'il vient de l'intérieur, c'est du point de vue de l'âme en fait. Et tous les deux sont maintenant, Mercure est à l'emplacement où Vénus était. Et puis, Jupiter sortait de la zone de rétro d'Uranus. Donc, en fait, voilà, le grand sujet Uranus, finalement, Uranus-Jupiter qui a fait couler tant d'encre, soit d'un point de vue très négatif et très alarmiste vis-à-vis du passé, de l'histoire, vis-à-vis des possibles guerres, et puis ou tout son contraire. On a entendu tout son contraire. C'est merveilleux comme ça, j'ai envie de dire, d'entendre une chose et son contraire. Si c'est pas neptunien, ça comme sujet, Neptune en Poisson, on y est complètement. Bon, donc voilà, d'autres disaient que c'était merveilleux. En tout cas,
Moi, je crois qu'Uranus nous parle de liberté avant tout, d'oser notre différence avant tout, et on en a quand même parlé la dernière fois. Et voilà, qu'est-ce qu'un Uranus en Taureau, si ce n'est se libérer complètement des habitudes, hein. On pourrait vraiment le résumer comme ça, c'est-à-dire les habitudes de pensée, les habitudes d'action, les habitudes même de relation, hein. On peut remettre en question, d'accord? Parce que tout un travail sur cette couleur mercurienne dont on parle depuis plusieurs lunaisons, avec l'histoire finalement d'un Mercure rétrograde, où on se retrouve dans les zones de rétro, qui, avec Mercure, nous pose la question d'une nouvelle manière de penser et de comprendre. Et puis avec Jupiter, puisque quand même les zones de rétrogradation de Jupiter sont aussi tout à fait parlantes là par rapport au secteur Bélier-Taureau dans lequel on investit un peu les énergies. Et avec Jupiter, ça va être une nouvelle manière de concevoir le sens de la communauté et l'usage des échanges. Donc, nous, on sait que tout ce qui se passe en ce moment est une préparation à ce Neptune qui va rentrer en Bélier, parce qu'on est au degré anarétique, dernier degré du Poisson, et que ce degré-là, il porte en lui une notion de seuil, une notion de fermer une porte et d'entrer dans un nouvel espace, une nouvelle couleur, aller nager dans une nouvelle couleur. Alors, bien sûr que Neptune en Poisson, il est chez lui. Qu'est-ce que va donner un Neptune en Bélier qui va se retrouver finalement dans le feu martien, plutonien, dans la transformation, tout ce travail que Saturne fait en Poisson depuis un moment, c'est-à-dire de revenir vers cette espèce de siphon intérieur qui nous dilue dans les grandes eaux de l'infini pour finalement nous connecter à notre vraie nature, hein, puisque je l'ai dit plusieurs fois, une fois qu'on a dit je suis, j'ai eu, j'ai fait, j'ai machin, eh bien, on n'a plus rien à raconter en fait. Vous voyez pourquoi? C'est parce que c'est la vie qui se joue en fait. Et c'est ce que Saturne nous fait vivre en Poisson là pour nous préparer euh, à l'entrée de Neptune en Bélier, un Neptune en Bélier qui aura posé tellement la question de notre vraie nature, puisque on l'avait vu la dernière fois au travers des 3 points jaunes, je vous renvoie à la vidéo d'avant pour en reparler, de revenir à cette impulsion à connaître, puisque Mars Mercure est le maître ésotérique du Bélier, l'impulsion à connaître. Et Mercure, on l'a vu et on va le revoir, dans toutes ces zones de rétrogradation dans lesquelles il nous plonge, il nous invite à questionner le réel. Questionner le réel, être dans le questionnement. Hein, questionner l'expérience. On va le revoir tout à l'heure. Donc, Uranus, il veut nous rendre libres. C'est le grand sujet d'Uranus. C'est oser la liberté de penser. C'est le maître du Verseau, mais ce que je veux dire, on rentre dans l'ère du Verseau, mais surtout, l'idée, c'est que c'est l'octave supérieure de Mercure, et tout cela nous emmène à cette grande liberté que nous sommes. Ok? Nous sommes la liberté, en fait. Nous sommes l'amour, nous sommes la liberté. C'est ce que nous sommes. Ok? Et pour ça, il va falloir se désencombrer, déraciner toute cette éducation complètement déconnante, hein, qu'on vit depuis des siècles. On va tout déconstruire, les amis. Et c'est pour ça que Neptune fait son grand tour et qu'on rentre en Bélier avec un Neptune qui aura dilué dans les grandes eaux de l'infini les certitudes. Ok? On se questionne. Tant mieux, mon Dieu. On a parlé la dernière fois de Mercure avec le caducée d'Hermès qui posait et renvoyait au sujet de la santé, vous vous souvenez? Le fait de relier les opposés, le fait de maintenir une juste distance par rapport à la réalité et par le fait de la nommer, pardon. Et justement, c'est ce qui permet de donner accès au réel. C'était ce rapport ombre et lumière avec
Hermès, ok. Et puis la notion de caducée qui, bien sûr, alors ça c'est ombre et lumière Hermès, qui nous renvoie à la santé, bien sûr. Et puis on avait été visiter Chiron. Qu'est-ce que la santé à l'époque de Chiron, si ce n'est finalement une forme de chamanisme, par l'étude de l'existant justement et du process qui se met en marche, alors reconnaître la nature d'une plante et sa possible action thérapeutique, vous voyez. Et en fait, on repérait les signes et Chiron, c'est pas seulement la blessure, la guérison, oui, c'est aussi, bien sûr, ça fait référence au sanglier d'Érémanthe et ce qui s'est passé dans la grotte quand il a reçu la flèche dans le genou, tout ça, dont il n'a pu se guérir. Et il a fini par dealer avec Prométhée son immortalité, sa guérison contre son immortalité. Donc, Prométhée, Uranus. Il y a une forme de libération, ok. Nous, on va se souvenir de ça. Mais surtout, ce qu'on comprend, c'est qu'avec Mercure, dans ces zones de rétrogradation et tout, cette nouvelle manière de penser et de comprendre fait référence aussi au fait de questionner le réel et de retrouver toute la beauté de toute la posture, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais analogique et non toujours logique, qui va être le grand sujet finalement de ce Verseau dans lequel on rentre, de cette ère du Verseau. Est-ce qu'on va rentrer dans l'ère d'une brillance, brillante invention comme Archimède, Uranus, tout ça est capable de le faire, ou bien est-ce qu'on va être aussi en capacité d'intégrer le féminin, parce que c'est quand même ce qui a manqué à Prométhée. Il a quand même dégagé Pandore, hein, qui a été inventé pour lui, et il l'a dégagé parce qu'il a refusé le féminin, c'est-à-dire le temps de la gestation. Et qu'est-ce que cela si ce n'est le signe de Gémeaux? Je vais vous dire un truc. Pourquoi? Mais c'est parce qu'on partira sur les traces de la biche de Sérigny. Pour le moment, qu'est-ce qu'on nous a dit? On a expliqué ça la dernière fois. Il y a des phases où on était dans la phase de trouver, mûrir et agir, trouver des stratégies, des techniques, des moyens de communication, mais surtout une espèce de pression à mûrir et agir, et puis surtout acquérir un nouveau niveau de conscience. Vous vous souvenez? Je vous renvoie dans la précédente analyse. Donc, Mercure questionne en permanence l'expérience, et c'est cool, ok? Parce que il arrête d'être instruit finalement par un organisme, une organisation. Non, il questionne personnellement, de manière intuitive. Il questionne en permanence l'expérience et il sert à la désidentification pour atteindre la liberté intérieure. Et là, on dit, mais oui, mon Dieu, Uranus en taureau, ce qu'il essaye de faire depuis des lustres et qu'il va encore faire jusqu'à ce qu'il en sorte. Uranus en taureau, c'est la déconstruction de manière à atteindre une forme de liberté intérieure. D'ailleurs, Vénus est libre. Je repense à des cours de Luc Biget. Je suis retournée voir Vénus. Le 8 mai, on avait donc cette nouvelle lune en taureau dont on a vu les checkpoints tout à l'heure, et on voit que j'ai analysé l'autre fois, en sortir des convenances, ce sont les 3 points, revenir à l'homme de nature, ce sont les 3 points qu'on a vus, les 3 points jaunes, et puis on revenait aussi à la puissance de la compassion, parce que c'est notre pouvoir. C'est notre vrai pouvoir, c'est le pouvoir de la vie en fait. Et vous savez, ça nous parle de Neptune, hein, mais vous savez, le sujet de l'actualité, de pourquoi la souffrance, en fait, on le voit dans un thème d'une façon plus personnelle, que la souffrance, elle s'active dans le thème de manière, vous savez, comme si le cœur était un espèce de bloc d'argile et qu'il fallait le pétrir, vous voyez, parce qu'il s'est durci. Finalement, la seule manière de pétrir ce cœur, c'est par la souffrance, bien souvent.
Et la souffrance aussi va permettre d'orienter l'attention, c'est-à-dire que non, vous ne voulez pas mettre votre attention ici, et pourtant, il va falloir attirer la souffrance. C'est Pierre-Léry Guimet qui disait ça. Il disait la souffrance ne sert qu'à attirer votre attention. Une fois que l'attention est là, la souffrance disparaît. Vous voyez, c'est deux couleurs que je vous invite à infuser par rapport à ce sujet. Ok, donc finalement, la puissance de la compassion, d'accord? Vraiment, c'est une puissance, c'est un pouvoir que nous avons avec ça. Et la conjonction Chiron-Mercure nous renvoie à cette notion de guérison, cette notion possiblement de réveiller une blessure, et puis cette nouvelle manière de penser, de comprendre et de questionner le réel. Ok, parce que je le disais plus d'une fois, qui fait l'actualité? Ce sont les médias. Ce sont les médias qui font l'actualité. Est-ce la vraie actualité? La question est de repenser le réel, d'arrêter de gober en fait, hein, l'information, de partir dans le grand flux de l'information dominante. Questionnez votre information, questionnez votre monde, parce qu'en fait, vous savez, entre votre vie à vous et la vie de votre voisine dans sa baraque d'à côté ou l'appart d'à côté, ou je veux dire, chacun est au centre de son monde en fait. C'est autant de vie, autant de monde. Vous voyez? Dans quelle mesure est-ce que nous ne sommes pas au centre de notre actualité? Moi, je vous pose la question parce que voilà, on rentre dans des égrégores, je déteste ce mot, mais on se fait bouffer par les énergies, soit des autres, soit du collectif. Et en fait, tout ce travail que Mercure fait dans ces zones de rétro, c'est de questionner notre expérience, la nôtre, pas celle des autres, pas celle qui se joue ailleurs, finalement. Vous voyez? Bon. L'échelle de conscience, je ne vous le refais pas, on l'a déjà fait plusieurs fois, mais on a vu qu'il y a une recherche d'unité entre l'étoile intérieure, qui est le plan métaphysique, et l'étoile physique, qui est votre zénith, le milieu de scène, le milieu de ciel au-dessus de votre tête au moment de votre naissance. Ça fait me faire une petite publicité personnelle. J'ai mis en place une nouvelle offre de manière à ce que vous puissiez commander votre page abeille sans avoir forcément la consultation visio, Zoom ensemble, donc à moindre prix, avec quand même des éléments essentiels qui vous parlent de votre chemin de vie au sens de nord, nœud sud, qui vous raconte aussi pourquoi votre âme a voulu s'incarner et qui commence à vous donner les billes de qu'est-ce que veut vraiment votre âme. Je vous invite à cliquer, allez sur mon site et cliquez ici. Commandez ma page abeille, vous allez voir. Alors, on revient sur notre pleine lune en Sagittaire du 28 mai. Donc, on a vu Vénus et Jupiter entrent ensemble dans le signe du Gémeaux. Nous, on sait qu'il y a eu une zone de rétrogradation de Mars qui a duré très longtemps et qui a fait bosser Mars dans un signe féminin. Et puis, on sait que Mars est donc entre le nœud nord et Chiron, puisqu'en fait, il va y avoir une pression de telle manière à ce que tout ce travail fait dans le signe du Gémeaux soit comment dire, mis en forme ce nouveau niveau de conscience de Mars. Hein, de Mars, parce qu'il a fait cette grande zone de rétrogradation, parce que il est le maître du nœud nord et qui est comment dire, une volonté d'évolution, hein, une volonté, une pression, un empressement en fait même, hein, parce que Neptune va rentrer en Bélier et qu'il faut que nous soyons prêts. Alors souvenez-vous donc, mûrir et agir, un nouveau niveau de conscience. Mercure et la maîtrise ésotérique
du Bélier, mais on pourrait aussi associer Athéna. Athéna a la maîtrise ésotérique. Et pourquoi? Bien parce que Athéna est conjointe en ce moment à la Lune. Donc je ne suis pas du tout mon PowerPoint, c'est pas grave. On avait, nous, parlé de laisser s'installer le sacré, c'est-à-dire que on comprend que on ne donne pas d'abord à boire à des ânes qui n'ont pas soif. Ensuite, on ne met pas des juments dans une étable, et la question du bélier va répondre au fait de repérer toutes les fois où on se force et où on se justifie. Burn-out assuré si vous en êtes en phase bélier dans votre vie. Si toute cette énergie que vous mettez dans la tête, vous ne la faites pas descendre dans votre cœur, et ça m'a donné l'idée d'un audio d'ailleurs, pour visualiser l'énergie descendre de la tête au cœur. Pourquoi? Mais parce que si vous pensez que vous allez par l'intelligence ou par la volonté driver des énergies qui sont de l'ordre de l'énergie vitale, vous vous plantez. Ok? Le système nerveux autonome, l'énergie vitale, notre vraie nature, tout ça c'est une seule et même chose en fait. Mais on va driver, et Mercure va jouer à ça. Il va jouer à driver. À driver ces énergies de manière à créer des noyaux d'énergie, hein, et du coup des attentions. Vous voyez comment on peut imaginer que ça se passe. Bon, et puis maintenant, donc Jupiter va rentrer plus tard dans la zone de rétro. Il est pour 1 an, hein, dans les signes du Gémeaux, donc on a le temps d'en parler. Mais en tout cas, il va rentrer ensemble. Et moi, ce que je voulais signaler, c'est que la maîtrise ésotérique du signe du Gémeaux, c'est Vénus. Et de quoi nous parle finalement le signe du Gémeaux? Eh bien, de la biche de Sérénie. Alors la biche de Sérénie, c'est le plus long travail d'Hercule. Ça a duré 1 an, et comme Jupiter d'ailleurs, vous voyez. Et en fait, eh bien, il doit attraper la biche de Sérénie. Et en fait, cette biche-là, elle est très vive, et elle est déjà à droite, il la voit à droite qu'elle est déjà à gauche. Et en fait, ce travail-là lui a demandé énormément de patience, de douceur. Et un jour, au bout d'1 an, n'est-ce pas? Parce qu'on est dans les collines, les sous-bois le sous-bois, et en fait, il voit elle a des cornes d'or et des sabots d'airain en bronze, et en fait, il voit comme ça des filets de lumière passer sous les bosquets. Mais il est impossible pour lui de l'attraper. Mais un jour, en allant vers le nord, il la voit endormie au pied d'un arbre, et à ce moment-là, il tire une flèche. La flèche traverse les jarrets, et sans qu'une seule goutte de sang ne perle. À ce moment-là, vous savez, sans que même ça ne la réveille quasiment, il vient lier les jarrets, et puis il va porter la biche sur son cœur pour la ramener à Eurysthée qui lui a demandé. Il va d'ailleurs rencontrer Apollon et Artémis, qui sont frères et sœurs. Et c'est une biche d'Artémis, donc elle va revendiquer le fait qu'il lui rende, et lui va revendiquer la loi d'Airain. Bon, j'ai pas très bien compris encore l'histoire de la loi d'Airain, mais on y reviendra peut-être. Et Hercule invoque la loi d'Airain et il lui accorde. Ok, bon. Alors, qu'est-ce que nous raconte cette histoire? Eh bien, en fait, donc, la biche de Sérénie nous renvoie au féminin de l'être, c'est-à-dire le temps de la gestation, c'est-à-dire le fait de ne pas tirer sur une tige pour qu'elle pousse, le fait d'être dans l'acceptation de la gestation, de la patience, de la douceur, du prendre soin également. Puisque le féminin ne se laisse attraper que s'il sait qu'il ne va pas être blessé, ou bien qu'il ne va pas blesser lui-même, ce qui arrive, hein, bien souvent. Ok, donc c'est pour ça que Vénus est la maîtrise ésotérique du signe du Gémeaux, parce que donc tout ce travail que Mars a fait étant rétrograde dans le signe du Gémeaux, c'est aller contacter sa propre violence. D'ailleurs, un Mars rétrograde dans un thème natal, c'est un Mars un rétrograde en Gémeaux, c'est pas un cadeau quand même, hein, parce que déjà Mars en Gémeaux, ça nous parle toujours et bien souvent d'un féminin blessé,
et en natal, hein. Et rétrograde, alors là, c'est une espèce de colère qui est introjectée, vous voyez? C'est une colère contre soi et on a envie de dire: «La compassion, OK, mais la compassion, ce n'est pas que pour les autres, hein, c'est aussi pour soi-même». OK? On peut réfléchir à ça. Mars rétrograde dans un thème, c'est quelqu'un, qui va devoir mettre de la conscience sur sa propre énergie parce qu'en fait, elle le terrasse. Et il se retrouve affalé sur le canapé sans énergie, quoi. Pourquoi? Il est terrassé, en fait. Terrassé par cette énergie vitale, mais comme je vous l'ai dit déjà d'autres fois, l'énergie suit la conscience. Vous posez votre conscience dans les pieds, l'énergie va dans les pieds. OK? Et un Mars rétrograde, on va lui demander de mettre de la conscience sur son énergie. Alors, ce Mars-là qui rentre maintenant dans la zone rétro et qui est entre le nœud nord et Chiron, a-t-il mis de la conscience sur son énergie? C'est la question. Et au service de quoi? OK? Est-ce que c'est au service de cette nature naturante, véritable, dont on parle en fait, qui appelle presque forcément, j'ai envie de dire, à cette puissance de la compassion, parce qu'avec avec le bélier, on va parler d'une forme c'est l'appel de Dieu. Vous voyez, avec le bélier, c'est l'impulsion. L'impulsion, c'est cette force qu'on appelle cette force-là, mais c'est une force au service d'une Vénus upgradée, d'accord? Au service d'une Vénus qui ne répond pas au désir. Et là, je répète la grande fameuse phrase d'Alice Bailey qui dit le désir est à la personnalité, ce que le service est à l'âme. Donc, Saturne comme Mars, les deux, leur sujet, c'est de servir le Soleil. Que va-t-il se passer avec ce Soleil, les amis? Bien, ok, on avait vu ça, mais voyez-vous, là, Vénus, il va y avoir une conjonction Vénus-Soleil très bientôt. Elle va se situer au 15e degré, 15e degré, c'est-à-dire le milieu de la zone de rétrogradation de Mars. C'est intéressant. Et ça correspondra au premier point, au point 1, le 03-06-24, le point 1 de la grande boucle de rétrogradation, et j'ai mis les dates que va faire Vénus en 2025. Ça démarrera en février, on n'y est pas, je suis bien d'accord, mais on est ici, les amis. Nous en sommes ici. La conjonction Soleil-Vénus, 14 degrés 33, c'est ce qui se passe maintenant. Et ça m'a emmené vers le fait d'essayer de voir Neptune. Quand est-ce que Neptune, on sera en mars 2025, quand est-ce que Neptune, lui, va rentrer, être à 0 degré en bélier? Et qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? Eh bien, il sera conjoint à Mercure, bien sûr, parce que Mercure est celui qui questionne le réel. Et Vénus sera donc en rétrogradation et tout cela va être un accompagnement, en fait, c'est-à-dire que Vénus rétro va accompagner le passage de Neptune en bélier. Et nous serons là, les amis. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que la Lune, aujourd'hui, elle est conjointe à Athéna, qui, moi, je trouve, est un des maîtres du bélier. C'est l'intelligence intuitive, c'est l'intelligence du féminin, dirait Luc Biget, c'est-à-dire l'intelligence du féminin, de savoir ce qu'il faut faire au moment juste, au bon moment. C'est l'intelligence de ce féminin, c'est cette forme de sagesse qu'Athéna a. Et nous, on va rentrer dans le sujet du féminin, hein, avec ce Gémeaux. Donc, le féminin version la biche de Sérigny. Et puis, deuxième sujet avec le Gémeaux, c'est Castor et Pollux, c'est-à-dire un des frères est mortel et l'autre non, et puis celui qui ne l'est pas va demander à prendre la place de son frère un jour sur deux, de telle manière à ce que ce soit équitable. Et c'est justement pour ça que Vénus est la maîtrise ésotérique du signe du Gémeaux, et qu'il y a cette impulsion à aimer d'âme à âme. Ok, souvent les relations d'âme et tout, on les retrouve en Gémeaux, d'accord? Vénus en Gémeaux, Lune en Gémeaux. On a quelques petites lumières qui s'allument pour y réfléchir. Donc,
Mars est entre le nœud nord et Chiron. On nous parle d'une guérison, ça date d'avant, ça nous propulse vers le futur avec ce Neptune-là. Et d'ailleurs, alors je ne sais plus trop où j'en suis, mais voilà. Il y a donc la future zone de rétrogradation que je vous ai montré, la boucle de rétro là, de Vénus, elle va se situer ici, d'accord? C'est-à-dire, j'ai pas noté, c'est bien dommage, mais de mémoire, du 24e degré du Poisson au 10e degré du Bélier, mes amis. C'est là que la zone de rétro va s'activer. Et nous en sommes au point 1 ici, c'est-à-dire au milieu, quasiment 14, bon, on aurait pu dire 15, ok, quasiment, de la zone de rétrogradation de Mars. Bon, on ne peut pas s'empêcher quand même de faire des ponts entre les deux. Tac, alors ça me fait... j'ai eu envie de remettre un petit rappel sur la grande conjonction qu'on avait eue Neptune, Vénus, Jupiter, magnifique. C'était en 2022. Pour l'anecdote d'ailleurs, grosse confusion nébuleuse le jour de cette conjonction. Mon fils, un de mes fils, s'est fait, vous savez, droguer. Vous savez, dans les festivals, là, ils foutent une pilule dans les verres et tout. Et il s'est retrouvé à Bourges, il s'est retrouvé complètement paumé dans la ville et il m'a appelé en me disant: «Maman, je suis à Malakoff, je suis devant le portail de Malakoff, j'essaye de rentrer». Waouh! Alors lui, ça va être la, comment dire, la couleur que ça donnera, mais il s'en souviendra toute sa vie. Et il devait passer un moment sur son thème. Mais voilà, de quoi est capable Neptune. Et je m'en souviendrai aussi toute ma vie de ce truc-là, parce qu'il m'a appelé à 3 heures du mat et je comprenais rien, quoi. Je ferme la parenthèse. Mais ça, c'est très neptunien comme délire, et vous imaginez bien. Bon, on continue. Donc, la grande conjonction Jupiter-Vénus-Neptune, qu'est-ce qui se passait? Ben, c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire que la Lune était au milieu du signe, la nouvelle Lune, milieu du signe du Taureau, d'accord? Et puis Mercure rentrait à 0 degré, il rentrait dans le signe du Gémeaux. Hein? On ne peut pas, comment dire, finalement analyser une carte sans être avant, après, ça n'a pas de sens, puisque tout est un. Donc, moi, j'aime bien aller chercher toutes ces références. Et quand je vous dis que le Soleil était au 15e degré, la nouvelle Lune plutôt, hein, au 15e degré du signe du Taureau, mais le signe du Taureau, c'est tout ce travail que vraiment qui est que Vénus tente de nous faire vivre. C'est ce jardin des Hespérides, d'aller chercher les 3 pommes du jardin des Hespérides, on en a parlé plusieurs fois. Sat Chit Ananda, la pure présence, la pure conscience, la pure béatitude, et puis de manière un peu plus humaine, entre guillemets, être allé chercher la paix, la joie, l'amour, puisque ce n'est que à travers, pas à travers, mais à partir de la paix, l'absence de résistance, l'accueil inconditionnel, la joie, l'absence du sentiment de manque, et l'amour, l'absence du sentiment de séparation, que la vie se déploie. Dans toute dans toutes ces promesses, si vous voulez, du jardin d'Éden, en fait, le jardin des Hespérides, les 3 pommes d'or du jardin des Hespérides, elles sont en or, ok? Donc on suppose qu'il n'y a que l'aspect lumière de ces pommes-là, ok? Après, c'est le Cerbère, le boulot d'après, et là on va sous terre, et c'est un autre travail. Et d'ailleurs, avec la biche de Sérénie, ce qui se passait aussi, c'est que le travail précédent, c'était le travail du sanglier d'Érimante, la peak expérience où il monte en haut et il va faire vraiment, comment dire, contacter Apollon, hein, contacter, se laisser pousser par son futur, rencontrer sa famille d'âme, se trouver en fait, hein, trouver son truc. Et il fait une peak expérience, mais après, la biche de Sérénie, c'est quoi? C'est tous les jours, c'est le quotidien, et après la vaisselle, vous savez, l'éveil, je sais plus le titre du bouquin de Campfield, là, après l'extase, la lessive. C'est remettre dans son quotidien cette forme de pic expérience qu'on a eue et le vivre au quotidien.
le ramener dans le monde de l'expérience, ok, de la peak expérience, ou le fait de contacter les trois pommes du jardin des Hespérides, ce n'est pas pour se retrouver perché en haut de l'Atlas, hein, les amis. C'est pour vivre dans le quotidien, dans la présence, justement, ici et maintenant, tout ça. Bon, et on était au 30 mai 2022, c'était la nouvelle lune en Gémeaux, et c'était donc tout à l'heure on avait Mercure qui est rentré. Là, c'est la nouvelle lune en Gémeaux, vous voyez le délire? On était à 9 degrés, donc 10 degrés, et enfin 9-10, hein, moi j'arrondis, et Mars, lui, était dans la grande conjonction Neptune-Jupiter, hein, et c'était la nouvelle lune en Gémeaux. Donc, nous l'attendons, cette nouvelle lune en Gémeaux, mon Dieu, parce qu'elle est là pour euh, cette pleine lune-là que l'on a. On va avoir la nouvelle lune, je n'ai pas regardé où elle sera. Cette nouvelle lune, de toute façon, elle sera dans la zone de rétro quasiment de Mars, c'est quasi certain. Et tout ça est une préparation à l'entrée de Neptune en Bélier. Voilà, les amis. Voilà ce que j'avais à vous raconter. J'espère que vous avez chopé les conclusions, parce qu'en fait, il y en a plusieurs. Elles sont un petit peu décousues dans mon effervescence là, uranienne, c'est clair. Mais je pense quand même que vous pouvez rebondir sur tout d'un coup des petites propositions de réflexion, et puis essayer d'être dans cet élan de cette sagesse intérieure, de ce principe ésotérique de revenir à l'intérieur, de manière à en fait questionner le réel du point de vue de l'âme, du point de vue de la vie, on pourrait dire. Ok, si les termes sont complexes, du point de vue de Dieu, comme ça j'en rajoute une couche dans le millefeuille, et, et on est bien. Hasta luego. À la prochaine. Bye bye. Ciao.